Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan des 3 ans de la guerre en Ukraine et on va se focaliser sur la réalisation des objectifs affichés par la Russie et sur les évolutions stratégiques qui ont résulté de cette guerre, qu'il s'agisse d'objectifs militaires, politiques, territoriaux, géopolitiques ou économiques de la Russie. On fera donc le bilan des pertes matérielles et humaines des deux camps, le bilan des progrès territoriaux de la Russie, l'analyse du basculement de certains pays alliés traditionnels de la Russie mais qui soutiennent désormais l'Ukraine, et on verra donc quelles sont les perspectives d'évolution possibles pour la guerre. Avant de continuer, je vous rappelle que les vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, mais que l'argent du sponsor retourne en Ukraine. Plus de 60 000 € qui ont été reversés du chiffre d'affaires de la chaîne YouTube vers des actions humanitaires l'année dernière. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire incroyable dans laquelle des espions russes avaient tous eu la mauvaise idée d'enregistrer leur véhicule à la même adresse, ce qui fait qu'il y a des dizaines et des dizaines d'entre eux qui ont été identifiés uniquement parce qu'il y avait des bases de données ouvertes desquelles ils n'avaient pas demandé de se faire retirer. Donc vous aussi, vous avez peut-être envie de rester discret. Le problème, c'est que Internet gâte vos traces et dans ce qu'on appelle les data brokers. Les data brokers, ils ont des milliers de serveurs partout dans le monde dans lesquels ils vont collecter vos habitudes sur Internet, vos activités bancaires, vos informations de santé, également des informations professionnelles et sur vos revenus, et tout ça, ça va être utilisé contre vous. Pour les espions russes, évidemment, ça a permis de les capturer, mais ça permet aussi de faire du marketing ciblé, le harcèlement téléphonique, les emails que vous recevez par centaines, des tarifs qui vont évoluer en fonction de votre profil, parce qu'ils ont vu que vous avez peut-être plus besoin de vous déplacer pour des raisons professionnelles ou familiales, voire même dans certains cas, le prix de vos assurances et les taux de crédit qui vont vous être appliqués. Donc heureusement, la loi européenne, elle permet de vous faire disparaître de ces bases de données, sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez, et c'est là qu'Inconi intervient. Ils vont directement interpeller ces milliers de data brokers pour exiger la suppression de vos données. Depuis que j'ai commencé à travailler avec Inconi, il y a plus d'une centaine de bases de données desquelles ils m'ont fait disparaître. Heureusement pour moi, je paye le juste tarif et je suis moins harcelé par le marketing téléphonique. Donc vous aussi, suivez le lien quand on commande cette vidéo, inconi.com/titelman. Ne faites pas les mêmes erreurs que les agents des services secrets russes, gardez votre intimité sur Internet. Allez, on retourne à notre sujet. D'abord, globalement, il faut faire ce constat froid, la Russie n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'était fixés avant cette guerre. Le premier, c'était de dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire renverser le pouvoir de Zelensky pour y placer un pantin ou directement annexer le pays. Et outre ce narratif qui est complètement ridicule, on voit évidemment un soutien qui est toujours plus fort à Zelensky, avec plus de 57% d'opinion favorable dans son pays. La dénazification, ça signifie aussi la désukranisation du pays, comme officialisé par RIA Novosti le 3 avril 2022, avec ce plan sur 25 ans qui consistait en l'élimination des élites ukrainiennes, la rééducation des masses, les déportations et les travaux forcés, ainsi que la disparition de la langue ukrainienne. Et au final, là aussi, c'est un échec total, puisque l'usage du russe est en chute libre, avec désormais seulement 3% des Ukrainiens qui souhaitent que le russe soit la deuxième langue du pays, et une progression de 20 points de l'usage de l'ukrainien à la maison, avec désormais plus de 80% d'usage dans la totalité de l'Ukraine. Un autre objectif majeur pour la Russie, évidemment, c'était la démilitarisation de l'Ukraine. Or, l'Ukraine, elle est aujourd'hui beaucoup mieux armée qu'en 2022, avec la plus forte armée d'Europe, la plus expérimentée, et également une industrie de défense qui est inégalée dans tout le bloc occidental pour faire face à ce type de conflit, puisqu'elle produit au minimum 10 000 drones kamikazes par jour, et je parle pas des blindés, des missiles, etc. Le dernier point officialisé par Poutine lui-même, c'est que la Russie souhaitait récupérer les territoires qu'elle prétend être historiquement russes, même si c'est historiquement faux, avec des propos de juillet 2021 puis de juin 2022, quand Poutine compare l'invasion de l'Ukraine aux conquêtes de Pierre le Grand. Et évidemment, là aussi c'est un échec, puisque Poutine prétendait pouvoir prendre toute l'Ukraine en 2 semaines, et 3 ans plus tard, elle n'a même pas été capable de prendre le Donbass, avec un front qui est quasiment stabilisé depuis 2 ans et demi, et sur cette carte, vous voyez justement l'évolution de l'occupation russe de l'Ukraine, si on la ramenait à la taille de la France, et vous voyez ici l'occupation à partir de 2014, puis ici vous avez la progression russe du 24 février jusqu'au 31 avril, c'est-à-dire après le recul des Russes qui ont dû abandonner le nord du pays. Et attention, maintenant, toute la progression qui se fait du 1er mai 2022 jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez que c'est seulement ce petit carré bleu en 2 ans et demi, avec seulement l'équivalent d'un tiers de département français qui a été conquis en 2024, c'est-à-dire qu'à ce rythme, il faut encore plus de 2 ans pour simplement conquérir uniquement le Donbass, et évidemment, aucun des 4 oblasts qui ont été officiellement annexés par la Russie n'a été totalement conquis, alors qu'à contrario, la mer Noire est plutôt une victoire militaire ukrainienne, puisque les exportations par voie maritime ont repris et les Russes n'arrivent pas à s'y opposer, et la flotte russe de la mer Noire a dû s'enfuir pour se mettre à l'abri à l'extrémité le plus loin possible des Ukrainiens.
Si on fait maintenant le bilan de la guerre sur le plan militaire, la Russie, elle perd globalement 2 à 3 fois plus de matériel militaire que l'Ukraine chaque mois, et c'est le cas depuis le début de la guerre, avec désormais plus de 20 400 équipements prouvés perdus, et on parle évidemment que des pertes qui sont connues et prouvées par l'image, contre 7 900 pour l'Ukraine. Et dans le détail, il y a plus de 9000 véhicules de combat d'infanterie et des chars qui sont détruits pour la Russie contre 2300 du côté ukrainien. Il y a plus de 1300 pièces d'artillerie côté russe contre 700 du côté ukrainien, près de 300 avions et hélicoptères perdus contre 160 côté ukrainien, et on ne parle que ce qui est prouvé par l'image, donc les pertes sont évidemment encore plus importantes que ça. Le rythme des pertes matérielles pour les deux camps, il est désormais relativement stabilisé quand on prend des globalités. Et vous voyez ici par exemple la comparaison des pertes matérielles militaires russes sur 3 ans. Mais quand on fait un zoom sur les derniers mois du côté russe et même sur les dernières semaines, on voit vraiment une baisse qui est forte récemment. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de matériel à envoyer sur le front pour participer aux assauts. Et quand on ne considère que les matériels les plus pertinents, comme par exemple les chars, on voit deux phénomènes qui se complètent. D'abord la diminution du nombre de chars qui sont engagés et perdus, et en plus on a toujours ce vieillissement du matériel engagé, puisque les chars T-62 et antérieurs représentent désormais plus de 1/3 des pertes, et on parle de chars qui ont été conçus dans les années 50. Pour les perspectives des capacités militaires russes à se renouveler, à continuer à fournir un effort matériel, je vous invite à aller voir des analystes comme HIMARS ou Jompi, qui font des analyses OSINT avec des études des situations des zones de stockage de la Russie qu'elle avait hérité de l'URSS. C'est des sources totalement ouvertes. Vous allez voir, ils ont fait des super vidéos et ça permet de définir le moment où les stocks soviétiques seront vides. Ici, par exemple, ce graphique, c'est la disparition de l'artillerie, et à partir de la fin de l'année 2025, les Russes seront totalement à sec dans un certain nombre de domaines. En Ukraine, c'est plutôt le contraire. Les pertes de matériel soviétique, qui étaient les seules dont disposait l'Ukraine avant la guerre, est plus que complétée par l'arrivée de matériel fourni par ses alliés, et qui sont évidemment de bien meilleure qualité. Et vous voyez ici la liste des équipements qui sont reçus sur ces sources qui sont encore une fois disponibles en source ouverte, et je vous mettrai tous les liens. Mais pour les deux camps, il y a également les pertes de matériel civil qui sont de plus en plus importantes, puisque historiquement les Ukrainiens manquaient de matériel, donc ils mettaient du matériel civil en première ligne, mais les Russes désormais c'est eux qui le font encore plus. Et là vous avez par exemple les analyses de Andrew Perpetua qui fait un travail incroyable en regardant absolument toutes les vidéos avec son équipe et qui comptabilise donc aussi les 4x4, les voitures et les camions et pas simplement le matériel militaire comme on le voyait précédemment. Et quand on considère également ces pertes, on voit qu'en 2023 la Russie perdait à peu près 1000 équipements par mois, mais c'était plus de 80% de matériel militaire, tandis qu'à partir de printemps 2024 on voit une volonté de saturer le front avec du matériel civil, ce qui fait augmenter les pertes au-delà de 2000 équipements perdus par la Russie chaque mois, avec une proportion de ces équipements qui sont civils qui dépasse désormais les 50% en 2025. Donc logiquement, s'il y a toujours autant d'assauts, mais qu'il y a moins de matériel militaire et plus de matériel civil qui est utilisé pour conduire ces attaques, eh bien le bilan humain, il est catastrophique et il est de mieux en mieux connu. Notamment d'abord, on a du côté russe la BBC avec Mediazonia qui ont identifié 120 000 morts enterrés, dont 94 000 qu'ils ont déjà pu traiter pour réaliser des statistiques que vous voyez ici. Et quand on compare ces chiffres OSINT avec les tombes dans les cimetières, on se rend compte qu'il faut presque doubler ces chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont été réellement comparés, les morts connus dans une zone et le nombre de nouveaux cercueils, de nouvelles tombes. Donc ils ont encore multiplié par 2 ce chiffre, c'est-à-dire qu'on estime que c'est plutôt 200 000 personnes qui ont été enterrées, mais à ces enterrés, il faut évidemment ajouter les disparus, sachant qu'une représentante du ministère de la Défense russe a confirmé avoir reçu les traces ADN de 48 000 familles russes qui cherchent simplement à avoir des informations sur un de leurs proches qui était engagé dans l'armée et dont ils n'ont plus de nouvelles aujourd'hui. Puisque l'Ukraine renvoie ces échantillons ADN conformément au droit international, donc le chiffre évidemment c'est les Russes qui le donnent, et il est relativement semblable avec le chiffre de 50 000 demandes qui ont été reçues par des familles russes qui cherchent des disparus en appelant la hotline spéciale qui a été créée par les Ukrainiens, et on voit ici la répartition des demandes par date officialisées par l'Ukraine, et on a également en Russie plus de 20 000 procédures judiciaires dans les tribunaux suite à la disparition d'un soldat, donc on sait bien que 250 000 morts disparus pour la Russie, c'est quelque chose qui est tout à fait crédible, à quoi il faut ajouter les 20 000 morts reconnus officiellement par les ex-zones séparatistes LNR, DPR, plus tous les étrangers, plus d'un tiers de l'effectif nord-coréen qui aurait été mis hors de combat, et encore une fois, vous avez Andrew Perpetua qui fait une analyse quotidienne de toutes les vidéos et qui a visuellement prouvé la mort de 18 000
russe, il y a seulement 160 jours, et chaque fois, il met la liste complète qui est publiée avec le fichier Excel, avec la base de données, avec les liens pour chaque vidéo dans laquelle vous pouvez voir les pertes matérielles et les pertes humaines prouvées, à les vérifier. C'est vraiment une source qui est inégalée. On n'a jamais eu une guerre qui a été aussi bien documentée. Et donc, en plus de ces 250 000 morts, il faut ajouter les blessés, qui sont très nombreux. D'abord, en 2022 et 2023, le budget officiel de l'État russe avait inclus 507 000 nouvelles demandes de pension d'invalidité, avec même des détails, puisqu'on voit qu'il y a 90 000 nouvelles personnes en fauteuil roulant, 50 000 nouveaux utilisateurs de chaises sanitaires, 23 000 nouveaux porteurs de prothèses des membres inférieurs. Et le problème, évidemment, c'est que la Russie, elle a arrêté de partager ces chiffres pour l'année 2024, mais quand on regarde la courbe et la progression du nombre de morts prouvés nominativement, on voit que 2024 est la pire des 3 années de la guerre, sachant qu'ici, il manque à peu près 40 000 personnes sur l'année 2024, qui n'ont pas encore été traitées pour définir la date de leur mort et les ajouter sur la courbe. Donc, au total, 250 000 morts et 750 000 blessés sont des chiffres qui sont absolument catastrophiques, dramatiques, mais qui sont vraiment conservateurs par rapport à la réalité, en prenant réellement des estimations qui sont plutôt en dessous de ce qui pourrait être réel. Si on regarde du côté ukrainien, il y a un projet très précis qui s'appelle UA Losses, dans lequel ils ont répertorié plus de 127 290 personnes disparues, mortes ou prisonnières depuis le début de la guerre. Vous voyez la répartition qui est indiquée ici. Et là, on est sur la quasi-totalité des pertes, puisque quand on compare les cimetières avec cette liste, on a la quasi-totalité des disparus qui sont déjà répertoriés. Et il y a de nombreux projets locaux pour réaliser des hommages aux victimes. Par exemple, la liste des décorations attribuées à titre posthume qui est publiquement disponible sur les sites officiels de l'Ukraine. Et si on applique le même ratio de blessés par rapport au nombre de morts, on aurait plutôt 300 000 blessés graves en Ukraine, dont 100 000 amputés. Et l'Ukraine avait d'ailleurs reconnu 380 000 blessés, sachant qu'une partie de ces blessés retourne au combat. Là, on ne considère que les blessés graves définitifs, évidemment, qui vont avoir des séquelles pour toute leur vie. Pour ce qui est des civils, l'ONU donne également des chiffres qui sont très précis, avec 12 340 morts et 27 836 blessés, en ne comptabilisant que les zones qui sont non occupées, alors que, évidemment, le bilan est infiniment plus dramatique dans des villes comme Bakhmout qui sont totalement rasées, ou également à l'image de Mariupol, où la société de presse avait comptabilisé plus de 20 000 nouvelles tombes en analysant seulement un quart de la ville, mais évidemment, c'est impossible physiquement d'aller vérifier, mais on sait qu'il y a plus d'une centaine de milliers de morts civiles, et puis évidemment, il faut rappeler que la Russie se vante d'avoir déporté 744 000 enfants d'Ukraine vers la Russie, dont 19 500 enfants qui sont demandés par leurs parents parce que eux, ils sont restés en zone libérée. C'est-à-dire que les enfants ont été enlevés avant la libération des villes comme Kherson, et les Russes ont fui en emmenant avec eux les enfants des écoles et des crèches pendant que leurs parents étaient au travail. Donc il y a eu des tentatives de négociation pour les récupérer, notamment avec des pays africains, et la Russie, elle refuse malheureusement de rendre ces enfants à leurs parents. Alors après ces bilans humains, matériels et territoriaux, on peut regarder la dimension géopolitique pour la Russie. D'abord, l'attaque sur l'Ukraine, elle a entraîné l'expansion de l'OTAN, qui a intégré 2 nouveaux pays, c'est-à-dire que la frontière entre l'OTAN et la Russie s'est accrue de 1500 km, tandis que les alliés traditionnels de la Russie, comme la Serbie ou l'Arménie, ont purement et simplement changé de camp. En Amérique du Sud, il n'y a pas vraiment d'évolution, à part l'Argentine qui s'est décidée à fournir du matériel militaire à l'Ukraine en lui livrant notamment des hélicoptères. Au Moyen-Orient, la Russie a obtenu beaucoup de matériel de l'Iran, mais dans le même temps, il y a une énorme débâcle avec l'effondrement de la Syrie, qui était l'un des 6 alliés de la Russie à l'ONU, tandis que de nombreux pays font désormais payer à la Russie son soutien à l'Iran, avec par exemple le Qatar et l'Irak qui ont commencé à transférer des obusiers à l'Ukraine, l'Égypte qui produit des obus pour les Ukrainiens, la Jordanie qui envoie de la défense aérienne, Israël qui a commencé à transférer à l'Ukraine des armes d'origine russe qui ont été prises dans les stocks du Hezbollah. Si on regarde du côté africain, évidemment, la Russie, elle a réussi à renverser quelques gouvernements locaux en appuyant des militaires corrompus, mais ailleurs, comme au Soudan, ces tentatives sont transformées en échec, puisque le Soudan a officiellement demandé l'aide de l'Ukraine, si bien que le renversement du pouvoir n'a pas eu lieu, et que le Soudan arme désormais l'Ukraine également, en lui fournissant un grand stock de munitions. Et pour les pays qui ont basculé dans le camp pro-russe, le bilan économique et sécuritaire est encore plus mauvais que par le passé, et les dirigeants de ces pays voient que la Russie n'est pas un allié fiable, puisque la Russie a abandonné Assad.
En Asie, la Chine, elle continue son double jeu en vendant des biens à double usage aux deux belligérants, c'est-à-dire que très clairement, l'Ukraine aujourd'hui, elle serait pas capable de produire tous ces drones kamikazes si elle ne recevait pas les moteurs et les batteries qui viennent de Chine, et comme la Russie ne représente que 3% des exportations de la Chine, et ben la Chine, elle applique de plus en plus de sanctions pour simplement ne pas perdre les marchés qui sont bien plus lucratifs que sont les États-Unis et l'Europe. Le vrai nouveau soutien profond de la Russie, c'est la Corée du Nord, mais c'est quand même pas très reluisant, car c'est la Russie qui a demandé l'aide de la Corée du Nord et pas le contraire, avec la fourniture de plus de 3 millions d'obus, des équipements comme des obusiers ou des lance-missiles anti-chars, il y a eu des missiles balistiques sol-sol, et également évidemment le déploiement des troupes nord-coréennes qui sont largement utilisées comme chair et canon. Je vous renvoie vers la vidéo précédente dans laquelle on avait approfondi cette dimension. Mais en dehors de ces deux pays, la Russie est plutôt en recul, avec par exemple l'annulation des contrats d'armement qui avaient déjà pourtant été signés avec des pays comme l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, avec l'Inde et le Pakistan d'ailleurs qui exportent également des munitions vers l'Ukraine. En Asie centrale, la dérussification s'accélère, à l'image du Kirghizistan qui a exigé de changer les noms russes des villages en novembre 2022, le Kazakhstan qui doit abandonner l'écriture cyrillique d'ici 2031, tandis que dans le même temps, le pays a signé un accord bilatéral de coopération militaire avec la Chine, qui est clairement orienté pour se défendre contre la Russie. Si on termine maintenant, après ce bilan géopolitique peu reluisant avec la question économique, il y a 4 grands indicateurs qu'il faut observer. D'abord, la croissance du PIB, qui est de 4% en 2024 en Russie, sauf que cette croissance, elle est provoquée par le recours aux fonds souverains, c'est-à-dire qu'ils vident les poches des économies qu'ils avaient fait dans les précédentes années, et ce fonds souverain, il se vide à vitesse grand V. Et ensuite, il y a également des prêts qui sont contractés par l'État, avec des taux d'intérêt au-delà de 21%, c'est le taux directeur de la Banque centrale, c'est-à-dire que l'économie russe est encore moins attrayante que l'économie du Zimbabwe, dans le terme de perspective économique pour les prochaines années, ça va pas très bien. Accessoirement, les investissements que fait la Russie pour des consommables de défense, c'est pas productif. Par exemple, si on dépense 10 millions pour produire quelques missiles plutôt que de construire une usine, et ben l'impact sur le long terme, c'est pas le même puisque l'argent qui a été dépensé pour créer des obus et des missiles ne va pas générer de richesse dans le futur pour pouvoir rembourser ses emprunts. De la même manière, si je paye une personne pour creuser un trou et que je paye une deuxième personne pour reboucher ce trou, ça n'a aucun intérêt, mais en termes de PIB, c'est une création de valeur puisque j'ai employé 2 personnes, mais ça ne sert à rien. En tout cas, cela entraîne notamment un affaiblissement de la monnaie, vous le voyez, parce qu'il faut désormais 100 roubles pour 1 dollar, c'est-à-dire que là, vous voyez l'évolution depuis 10 ans, et l'effet secondaire, c'est une inflation qui avoisine les 10%. En comparaison, en France, on est à 1,8% en 2024, après les 4,1% de 2023 qui avaient été très difficiles à encaisser. Et le dernier paramètre quand on regarde l'économie, c'est la balance des paiements, avec une baisse continue des exportations d'énergie qui sont de 40% inférieures au niveau d'avant-guerre, à la fois en raison des sanctions économiques, mais aussi à cause des dégâts que l'Ukraine a réussi à causer sur l'appareil de production russe via ses nombreuses attaques réussies contre l'industrie pétrolière et gazière russe, y compris très très loin dans le territoire. Et vous voyez ici le bilan des raffineries qui ont été frappées par les Ukrainiens. Le deuxième secteur d'exportation pour la Russie, c'est son industrie de défense. Or, l'industrie de l'armement, c'est un effondrement qui s'accélère, avec une baisse, accrochez-vous, de 92% en 2024 par rapport à 2021, avec des prises de commandes qui sont au plus bas, et ça c'est lié à la fois à la sous-performance des matériels russes qui ont été engagés en Ukraine, et donc il y a beaucoup de contrats qui ont été annulés et des négociations qui ont été remises en cause, avec des difficultés à livrer certains clients en raison de la consommation des armes pour la Russie au détriment de ceux qui attendaient de recevoir ces matériels, mais aussi des sanctions qui rendent l'accès plus difficile aux pièces détachées, et il y a certains pays qui ne voulaient pas recevoir des Sukhoi 35 avec des équipements 100% russes, ils voulaient pouvoir avoir accès aux équipements au standard OTAN qui avaient été promis, or la Russie n'y a plus accès. Donc on fera bientôt une vidéo dédiée à ces questions militaires et économiques, vous verrez, il y a une dimension industrielle qui est très intéressante et des perspectives sur le très long terme qu'on va approfondir. En tout cas, le bilan, il est sans appel pour la Russie. Aucun des objectifs de la guerre ne sont atteints. C'est un échec militaire avec des résultats qui sont catastrophiques sur le plan matériel et humain. L'armée russe a perdu tout son prestige et une grande partie de son matériel. Elle a subi un grave recul géopolitique et son économie est à 2 doigts de la faillite, à tel point qu'aujourd'hui, personne ne la croit capable de continuer à avancer en Ukraine et à conquérir ne serait-ce que le Donbass, puisque son rythme de progression a encore ralenti par rapport à l'année 2024. Donc, soyons clairs,
l'Ukraine est incapable de reconquérir ses territoires perdus, et l'avenir des deux pays, il est hypothéqué, notamment sur le plan démographique, et en toute logique, sachant que personne n'a gagné, un traité de paix doit refléter cette réalité du terrain, c'est-à-dire que sans victoire militaire d'un camp, il ne doit pas y avoir une victoire politique d'un des deux camps. Et pourtant, les termes des négociations de paix qui fuitent des échanges entre l'équipe de Trump et la Russie offrent une potentielle victoire politique à Poutine, avec un rétablissement des liens diplomatiques et économiques, via notamment la fin des sanctions, et peut-être même que la Russie n'aurait pas à réparer la destruction causée, et je rappelle qu'il y a plus de 200 000 bâtiments détruits, 3500 écoles, 2400 attaques contre services de santé, ce sont des chiffres de l'ONU, avec 80% des infrastructures électriques qui sont endommagées. Donc évidemment, ces conditions permettraient à la Russie de se réarmer en vue d'une mise en œuvre des menaces qu'elle profère régulièrement contre l'Ukraine et contre les autres pays qu'elle convoite. C'est-à-dire que la Russie pourrait préparer le plan d'invasion des pays baltes qui consiste à obtenir une pause opérationnelle pour reconstituer son armée, recruter 800 000 hommes, produire des milliers de blindés par an, surtout s'il y a une levée des sanctions, ce qui permettrait une reprise de la guerre vers l'Europe, conformément aux annonces de Patrushev, qui est le premier conseiller de Vladimir Poutine et qui l'a officialisé en fin d'année dernière. Il veut annexer les États baltes et la Moldavie après la disparition de l'Ukraine, ou alors même le vice-président de la Douma qui explique calmement que les pays baltes ont vocation à redevenir une part de la Russie. Donc l'option serait d'autant plus facile à mettre en œuvre que Donald Trump serait apparemment à deux doigts de retirer les forces américaines qui sont stationnées dans les pays de l'Est en première ligne face à la Russie. Et donc la solution évidemment qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps, c'est de la souveraineté totale de la défense européenne, y compris en termes d'armement ou de dissuasion nucléaire. Et pour cela, il va falloir deux choses, de l'argent et aussi pas mal de testostérone chez nos dirigeants. Mais depuis 3 ans, on peut pas vraiment dire que ce soit dans ce domaine qu'ils aient vraiment débordé de démonstrations. En tout cas, le scénario du pire, évidemment, il n'est pas certain. Et certes, moi, personnellement, sur le terrain, j'en reviens, j'étais la semaine dernière en Ukraine. Les retours que j'ai pas eu les Ukrainiens aussi sereins militairement depuis très longtemps. La défense aérienne s'améliore, les obus, ils ont beaucoup plus d'obus maintenant que par le passé, ils ont vraiment arrivé à une sorte d'équilibre, et ils disent que la disparition éventuelle du soutien militaire américain ne serait pas la catastrophe ou la difficulté qu'ils avaient subie il y a 1 an. Je vous rappelle que de novembre 2023 à avril 2024, la totalité de l'aide américaine avait cessé, il manquait d'obus. Aujourd'hui, il y a plus de pays qui les soutiennent, la production européenne est plus élevée que par le passé, et à contrario, les Russes ne peuvent plus reposer sur les stocks nord-coréens qu'ils avaient reçus par millions d'obus à l'époque, c'est uniquement de la production russo-nord-coréenne contre la production de l'Ukraine avec de ses alliés, et donc le déséquilibre, la souffrance que les Ukrainiens avaient subi il y a 1 an, ce serait pas aussi difficile aujourd'hui. Donc on va se donner rendez-vous très rapidement pour voir à quelle sauce les Ukrainiens et donc les Européens vont être mangés, sachant qu'un affaiblissement de l'Europe est peut-être également souhaité par Trump s'il souhaite réellement annexer le Groenland comme il l'a annoncé, auquel cas une Europe militairement affaiblie qui perdrait du territoire au profit de la Russie avec les États baltes et qui perdrait le Groenland au profit des États-Unis, du point de vue de Trump, ça rend les USA plus puissants sur le long terme. Donc c'est peut-être effectivement ce qu'il souhaite. En attendant, faites de la muscu, faites des stocks de mercurochrome et investissez vos économies dans l'industrie de défense. Je pense que c'est 3 conseils qui pourront être pertinents pour les prochains mois. Et votre soutien en Ukraine, encore une fois, beaucoup d'aide l'année dernière. Vous savez que vous avez aussi la possibilité d'avoir des super patchs. Quand vous donnez pour des actions humanitaires, je vous remettrai tous les liens en fonction du montant de votre don. Vous avez ces patchs comme Burn Moscow Again avec le petit Napoléon. Vous avez Napoléon III avec le souvenir de Sébastopol. Le patch de la Task Force Baguette. Évidemment, le patch des combattants francophones en Ukraine que vous soutenez soit directement en leur fournissant du matériel qui peut être du matériel létal. Et là, c'est un don via PayPal. Soit des actions humanitaires ou pour sauver des vies avec ces dons qui sont au profit des associations Agir Ensemble pour l'Ukraine, avec laquelle je suis partenaire depuis le début. 0 frais de fonctionnement, 0 frais pour les locaux, 0 salariés, 100% de l'argent va réellement au terrain. Et évidemment, il y a des réductions d'impôts, puisque c'est des actions qui sont reconnues d'utilité publique. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.